Chers élèves, bonjour. La vidéo que je me propose de faire aujourd'hui, le 27 mars 2020, va porter sur la correction des exercices de langue sur la modalisation, page 199 du manuel de l'élève. Nous allons donc commencer sans attendre. On vous demande dans la première question, enfin dans la première consigne, de relever les énoncés suivants. Dans les énoncés suivants, les moyens qui permettent d'exprimer une probabilité, une certitude relative et une certitude forte. Donc, ce que nous avons vu dans le cours n'évoque pas cette question de certitude, de relativité dans la certitude. Il évoque seulement 4 axes auxquels il faut s'en tenir. L'axe du certain, non certain, possible, non possible, probable, non probable et nécessaire, non nécessaire. Donc, parce que ces expressions-là, ce genre de phrases comme ça, jettent une sorte d'ambiguïté et par conséquent se détachent, sont un petit peu à côté de ce que nous avons vu dans le cours. On aurait très bien pu demander tout simplement de retrouver les différentes modalités dans les phrases et de dire lesquelles, si ce sont des modalités du nécessaire, du possible, du probable, etc., etc. Bon, première phrase, petit a, certains négociateurs ont pris l'engagement de mettre en œuvre un plan de rigueur sans précédent. C'est pourquoi l'accord avec le Fonds monétaire international peut avoir déjà été conclu en secret. Alors évidemment, la modalité ici, c'est le verbe pouvoir, peut. Nous avons dit qu'en général, les verbes modaux se mettent avant des infinitifs. A priori, on pourrait dire que c'est une modalité du possible, mais moi, je considère que la modalité du possible est une modalité qui se projette dans l'avenir, c'est-à-dire sur ce qui peut être ou ne pas être. Lorsqu'il s'agit, comme dans cette phrase-là, d'un événement passé, eh bien, à ce moment-là, il n'est plus question de dire si cela peut être ou ne pas être, mais de notre position vis-à-vis de ce qui a pu se produire ou ne pas se produire. Et dans ce cas-là, c'est plutôt la probabilité. Donc le verbe pouvoir, même s'il porte le sens de possibilité, ici, il fonctionne comme une modalité du probable à part entière. Petit b, d'après moi, les États-Unis ont tendance à croire qu'un seul pays d'Asie a vocation à devenir une superpuissance, la Chine. On nous a mis cette phrase ici, l'expression d'après moi relativise l'affirmation qui est dans l'énoncé et par conséquent va dans le sens de moins certain, hein, alors que ce n'est pas ça du tout. La preuve. Vous avez, c'est une phrase qui n'a pas sa place dans cet exercice, une fois encore. Vous avez des verbes au présent. Vous avez on et vous avez a. Quand on dit les États-Unis ont tendance à croire qu'un seul pays d'Asie a vocation à devenir une superpuissance, la Chine, c'est le présent générique. C'est-à-dire que lorsque on formule un point de vue personnel, eh bien, quand on dit à mon avis, ou je pense, ou je crois, ou j'estime, ou, etc., eh bien, à ce moment-là, on est en train d'exprimer non pas seulement de quelque chose, mais le fait qu'on est, c'est notre vérité. Hein. Ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une vérité personnelle, et ça, on l'a vu dans de présent. Donc, pour l'énonciateur, ce qu'il dit est tenu de sa part pour vrai. Ce qu'il dit que, selon lui, c'est comme ça. Peut-être que ce n'est pas vrai pour d'autres, mais moi, je crois que c'est vrai. Et c'est pour cela que je dis d'après moi. Donc, il n'y a pas de modalité logique dans cette phrase. Petit c, il est certain que, durant les premières minutes après l'accident, le tunnel de l'Alma ressemblait à une scène de curé. On s'est battu. Cela ne fait pas de doute.
autour de la carcasse où Diana agonisait, la Provence. Bon, je pense que c'est clair ici, puisque vous avez l'expression il est certain que, dont on va retenir seulement l'adjectif certain, puisqu'on aurait très bien pu mettre cet adjectif ailleurs sans recourir à l'expression impersonnelle il ou il est. On va dire que euh, durant les premières minutes après l'accident, le tunnel de l'Alma ressemblait à une scène de curé. On s'est battu, cela ne fait pas de doute, autour de la carcasse où Diana agonisait. Et certain, tout cela est certain. Voilà, donc vous avez l'adjectif certain qui fonctionne ici comme une modalité du certain. Petit d, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les élections européennes intéressaient les citoyens français. Bon, la modalité ici n'est ni un verbe ni un adjectif, mais cette fois, c'est surtout un mode de la conjugaison qui est le mode conditionnel. En fait, on peut dire que cette question cumule deux modalisations. La première, c'est le verbe pouvoir, qui est renforcé par une autre modalité qui est le conditionnel présent. Et les deux allant dans le sens de la probabilité, comme vous l'avez sûrement deviné. Petit e. La confiance des Occidentaux dans les marchés asiatiques a probablement atteint son niveau le plus bas au printemps dernier. Évidemment, ici, donc, on est en train de varier la classe grammaticale des différentes modalités. Vous avez ici un lexème adverbial, un adverbe en ment, qui est probablement et qui situe explicitement l'énoncé sur l'axe du probable. Roger Foote estime que les chimpanzés sont aptes au langage. D'après lui, assembler des mots n'est pas strictement réservé aux hommes. Cela ne me paraît pas convaincant. Alors, l'expression « cela ne me paraît pas convaincant », c'est-à-dire tout simplement « je doute ». Je doute que cela soit vrai. Et donc, l'énoncé est situé sur l'axe du non certain. C'est comme si l'auteur de cet énoncé avait dit « je ne suis pas sûr, je ne suis pas bien sûr que cela soit plausible ». Petit G. L'équipe allemande, triple vainqueur de la Coupe du Monde, c'est bien sûr sur la puissance, la régularité, la ténacité, mais aussi, il faut bien le reconnaître, l'aisance technique. Alors, on voit au milieu de cette phrase la locution adverbiale, bien sûr, qui vient modaliser l'énoncé pour le présenter comme un fait certain pour l'énonciateur. Petit h, les chercheurs auraient trouvé un vaccin contre la paresse. Alors, le mode conditionnel dans le verbe avoir, vous avez ici le conditionnel passé, dans l'auxiliaire avoir, ce mode conditionnel a vocation d'exprimer la probabilité. On vous demande ici d'introduire les énoncés infra par des modalisateurs en tenant compte des indications entre parenthèses, varier les procédés de modalisation. J'ai remarqué que dans ce deuxième exercice, on a un peu mélangé les phrases comportant des modalités appréciatives avec des phrases comportant des modalités logiques. On aurait très bien pu consacrer ce deuxième exercice uniquement aux modalités appréciatives, puisqu'on a vu les modalités logiques dans le premier exercice. Qu'à cela ne tienne, nous allons essayer. Donc, vous avez sûrement, si vous ne l'avez pas fait, vous arrêtez la vidéo,
en attendant que vous fassiez l'exercice. Et puis, bon, on pourrait dire, par exemple, j'avais, petit a, j'avais encore un peu d'argent. On vous demande regret pourquoi? Parce qu'on avait un peu d'argent. Bon, bref, moi j'ai pensé qu'on pourrait dire, parce que j'avais encore un peu d'argent, c'est bien, c'est pas quelque chose de regrettable d'avoir encore. Si on n'avait pas l'adverbe encore, eh bien, à ce moment-là, on pourrait dire que le fait d'avoir un peu d'argent est quelque chose de regrettable. Euh, et dans ce cas-là, si je supprimais par exemple l'adverbe, je dirais, il est regrettable que j'ai eu un peu d'argent, c'est-à-dire, sous-entendu, pas beaucoup d'argent. Petit b, je n'ai pas la force d'arriver au sommet. Alors là, on pourrait, comme un adverbe, comme probablement, et dire, je n'aurais probablement pas la chance d'arriver. Le troisième exercice porte sur les modalités appréciatives. Enfin, on vous a proposé comme modélisateur des adjectifs qualificatifs, on aurait très bien pu varier un peu les parties du discours, mettre des verbes, des adverbes, des noms, etc., des interjections même, ou même des figures de style. Mais peu importe, j'ai pour vous fait un peu le travail en vous proposant une sorte d'opposition entre les adjectifs de l'exercice 399 et leurs antonymes. Alors, pour gentil, vous avez comme antonyme, donc, vous avez ici, on peut écrire adjectif, et là, antonyme, c'est-à-dire contraire. Pour gentil, vous pouvez trouver méchant, rebutant, odieux, même si odieux, c'est plus fort que méchant, par exemple, insupportable. Il y a une sorte d'intensité dans les deux derniers adjectifs. Pour souriant, vous avez renfrogné, qui est l'opposé, le strict opposé de souriant. Vous pouvez trouver aussi crispé. Aimable, le contraire, c'est détestable, rébarbatif, ou même revers. Vous avez pour énergique, veulent, qui manque de volonté, d'énergie. C'est un adjectif qui s'inscrit aux antipodes de l'adjectif énergique directement. Vous avez apathique, hein, atone, le contraire de tonique, etc. Vous avez l'adjectif altruiste. Alors, altruiste, on le dit pour l'altruisme, c'est le dévouement d'une personne pour les intérêts des autres. C'est-à-dire que les intérêts des autres passent avant ses propres intérêts. C'est tout le contraire de l'égoïsme, qui est l'attachement excessif à sa personne et à ses intérêts propres. On peut dire aussi égocentrique, même s'il y a une légère différence, parce que l'égocentrique, c'est un égoïste qui ramène tout à lui, qui a tendance à tout rapporter à sa personne, à ses intérêts, etc., etc. Vous avez également l'égotisme. Dans l'égotisme, vous avez un égoïsme, si vous voulez, d'expression. On a tendance à trop parler de soi. Il y a beaucoup de jeux, de moi, j'ai fait. Et on retrouve l'égotisme surtout dans les textes littéraires comme les œuvres de Rousseau, par exemple, etc., les œuvres littéraires. On retrouve cet égoïsme, cet égotisme-là dans le, la littérature. Vous savez, généreux. Alors, pour généreux, vous savez que
Généreux a un premier sens qui est celui de noble, il dénote une grandeur d'âme, et dans ce cas-là, le contraire va être vil, qui est d'une bassesse repoussante, mesquin. D'accord? Mesquin, ça veut dire qu'il manque de grandeur, on dit des idées mesquines, un esprit mesquin. Le deuxième sens de généreux, c'est celui qui est bon et qui aime donner. Et dans ce cas-là, le contraire va être avare, chiche, grippe-sous, ladre, hein, harpagon même. Hein, harpagon, ça fait référence à une pièce de, de Molière. C'est un personnage avare et donc depuis, le mot harpagon est devenu synonyme d'avare. Serviable. Alors, serviable qui aime rendre service. Le contraire, ce serait peut-être d'abord inutile, qui ne sert à rien, qui n'est pas utile, voilà. Et même que ça peut aller plus loin. Et c'est là qu'on retrouve vraiment les antonymes dans nuisible. Non seulement il ne rend pas service, mais il représente une nuisance, il est nuisible. Parasite, hein, qui est le contraire aussi, puisqu'il vit aux dépens des autres, au lieu de les servir. Donc, fidèle, ben oui, vous avez deviné que le contraire, c'est un antonyme c'est un contraire par préfixation. Ça s'appelle la négation lexicale. Il suffit d'ajouter un préfixe pour obtenir le contraire d'un mot. Ici, vous avez infidèle. Vous avez aussi inconstant, qui est le contraire de fidèle. Et on retrouve d'ailleurs cette opposition dans un vers d'un dramaturge du XVIIe siècle, qui est Racine, dans le célèbre vers Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle. Donc vous avez cette opposition entre inconstant et fidèle. Volage, qui change tout le temps de sentiments, d'opinions, d'engagement, de point de vue, surtout dans le domaine amoureux. Voilà, je vous laisse examiner ces différents et je vous propose de rédiger un portrait de quelqu'un que vous aimez, que vous n'aimez pas, et d'en faire une description en introduisant, évidemment, ce sera une description ou bien valorisante ou bien dévalorisante, en essayant de réemployer ces différents adjectifs. Je vous souhaite bonne chance et j'espère pouvoir corriger vos productions bientôt. Au revoir et à la prochaine.